Et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette 25e édition de la balado. C'est des noces d'argent, je me trompe pas, si on rend à la 25e. C'est bien ça, messieurs? Vous le savez pas, ok, c'est correct. Donc, Non, c'est pas nous autres qui gèrent le stream, il paraît. ouais, non. Au début d'émission des plus awkward. Oui, en effet. Oui, bonsoir. D'ailleurs, comme à l'habitude, mes invités, mes collègues qui sont présents avec moi, donc Pierre-Luc Dallaire, Eric Drapeau, ainsi que Luc Carbonneau, pour cette balado. Cette semaine, des sujets, eh bien, on va commencer avec la Formule 1. On a eu quand même un Grand Prix assez particulier, soyons francs. Alors qu'on s'attendait à quelque chose, eh bien, autre chose est arrivée et c'était une bonne chose dans les circonstances. Également, la suite, il y a un Grand Prix qui va terminer la saison. On sait toujours pas qui va conduire quoi. Déjà, c'est assez intéressant. Euh, Côté iRacing, grosse mise à jour, il faut qu'on en parle. On a malheureusement pas le choix avec tout ce qu'on a su et tout ce qui a été testé. On a eu l'occasion d'ailleurs de faire quelques petits tests, messieurs, au moins deux d'entre nous. Je sais pas si Luc, t'as eu le temps également, mais assez intéressant, on va en discuter. Et pour terminer, bien sûr, Sim Racing, on se dirige vers la fin de la saison. Dans dans les 4 séries en fait que l'on diffuse ici sur SFTV, donc évidemment, on va en jaser un petit peu, beaucoup, ça dépend toujours du temps qu'on a là, disponible là, pour ça. Tout d'abord, commençons avec la Formule 1, messieurs. Get in there, Ah, c'est vrai, c'est pas arrivé. Non, faut le dire en espagnol plutôt, get in there, Sergio. Ben vas-y, on t'écoute. C'est ça. C'est ce que je me disais aussi. Get in zero, Sergio. Ok, non. Bon, Non, bref, non, oui, donc un autre. On va empiler les moments awkward de ce soir. Alors, on n'a pas tous fait le PEI, hein? Non, effectivement. Hein? C'est pas de l'espagnol, ça? Ok, bref. Il a parlé de PEI, Ouais, je sais. Ok, bref. Donc, ouais, effectivement, Sergio Perez qui a remporté cette épreuve rocambolesque à Sakir. Et disons-le, je pense que c'était amplement mérité pour le pilote de Racing Point avec les incidents du départ. Et déjà qu'en plus, le moteur qui a explosé, qui l'a privé d'un podium pas plus tôt que la semaine dernière, c'était vraiment une récompense bien méritée pour Sergio Perez qui a mis fin à une séquence là, de 50 ans sans un vainqueur mexicain en Formule 1. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Et la chose ironique étant, tu gagnes l'avant-dernier Grand Prix et tu t'en vas de l'écurie l'an prochain. Franchement, quand on parle de beauté et d'injustice dans le sport, en voilà toute une. Ouais, ça résume très bien la situation. Par contre, on va y revenir un petit peu plus tard. La machine à rumeurs là, qui s'emballe de plus belle suite à cette performance-là. Également, eh bien, on peut pas passer sous silence non plus la performance d'Esteban Ocon. Ton préféré, Pierre-Luc, qui deuxième position quand même. Belle performance de son côté. On a aussi profité des erreurs des autres. La stratégie évidemment a aidé, mais on l'a quand même emmené sur la deuxième marche du podium dans une Renault qui n'était pas favorite du tout pour ce circuit-là, qui on s'appelait était un genre d'ovale avec une chicane en plein milieu, là, soyons francs. Donc vraiment très bon travail de son côté, mais la performance du jour, je le maintiens. Sans l'enlever à Sergio Perez, George Russell. Honnêtement, qui aurait cru qu'il aurait été aussi confortable dans une voiture pour laquelle c'est un géant? Pour commencer, 6 pieds 2 alors que la personne qui conduit d'habitude de 5 pieds 9 a de la misère à fitter dans le cockpit et il faut qu'il porte des souliers, une pointure plus petite, juste pour pouvoir rentrer dans le cockpit. On domine son coéquipier pendant la course et c'est les mécanos qui font la différence. Et est-ce qu'on peut débattre du point de George Russell maintenant ou si tu veux qu'on fasse comme Sergio Perez puis qu'on attende encore? Non, on va en débattre tout de suite. Ok. On est rendu là. Moi, honnêtement, vous venez de... on est rendu là. Vous venez de voir exactement pour laquelle on dit souvent que oui, un bon pilote va exceller dans une excellente voiture, mais vous venez de comprendre pourquoi un excellent pilote va dominer dans une excellente voiture. Je m'explique. Si ça avait été Lewis Hamilton qui vient de rentrer au puits 15 minutes plus tôt, 15 tours, quoi qu'à Sakir, on peut dire 15 minutes plus tôt, eh bien, Lewis Hamilton se serait obstiné pour rester en piste et il n'y aurait probablement pas eu d'arrêt au puits, ce qui a complètement fucké le chien, on va le dire littéralement. Là, ça a vraiment mélangé le chien chez Mercedes. Et au niveau de George Russell, c'est dommage parce que on avait quand même fait un très bon bout de chemin avec les pneus. On était avec la gomme dure. On voyait que la monoplace était dominante.
Il n'y avait pas de Red Bull à l'horizon. En tout cas, c'est pas. Ah oui, c'est vrai, Albon est en fond. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de Red Bull. Donc, Il y avait 3 AlphaTauri, tu veux dire? ah oui, c'est exactement. Il y avait 3 AlphaTauri. Il devait forcer 2 pentes. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et alors, il n'y avait aucune raison chez Mercedes qu'on décide de faire rentrer les 2 voitures, que ce soit Russell ou Bottas. Et c'est dommage parce que ça a complètement privé George Russell on va se dire, de la victoire. Là. Puis honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit au même niveau que Valtteri Bottas, puis peut-être même qu'il y ait un léger avantage en course, mais jamais je ne pensais qu'elle allait être en mesure de se cruiser quasiment 10 secondes d'écart sur Valtteri Bottas en plein milieu de l'épreuve. Ça, là, jamais j'avais cru ça possible. De 1. De 2, le fait que même après l'incident, on part de dernier et en 10 tours, on réussit à revenir en 8e position. Aussi. Bottas, je fais du voile à la barre des hommes, ok? On y va dans les grandes théories avec des si on va à Paris, là, on s'entend, là. Pas sûr que Bottas fait des points s'il est dans la même situation. Pas sûr du tout. Non, parce qu'il l'a prouvé cette saison qu'il a eu toute la difficulté du monde de remonter le peloton lorsqu'il avait été obligé d'être retourné à l'arrière là, pour un changement de stratégie au cours des 2 derniers mois. Alors effectivement, c'est un très bon point. Bottas, je te le confirme, n'aurait probablement pas réintroduit le top 10. Puis il faut confirmer que Hamilton l'a fait à Monza. Oui. Et Russell l'a fait la semaine dernière. C'est vrai. Mais Bottas ne l'a pas fait. Dans des scénarios similaires. On va dire similaires. C'est ça. Donc, tu sais, je pense, et même jusqu'à un certain point, la question qu'il faut se poser, vous faites quoi si vous êtes Mercedes? Parce que, bon, c'est un Grand Prix qui est anormal, on va se le dire. C'est un tracé qu'on ne reverra jamais de notre vivant. OK. C'est un tracé qui... Pas trop vite! Non, c'est ça que je suis en train de dire. C'est un tracé qui sort de l'ordinaire et que on n'est pas habitué d'aller sur ce genre de tracé-là en F1. Hein? On va rester sécuritaire comme ça. Alors, je ne sais pas quoi réellement... J'aimerais juste voir Russell vraiment s'exécuter sur un circuit traditionnel de la F1. Je pense que ça viendrait tout simplement confirmer. Et si je suis Mercedes, moi, je pense que Lewis Hamilton ne court pas à Abu Dhabi. Là. Je pense, moi, honnêtement, si j'ai l'impression que j'ai, c'est qu'il ne courra pas à Abu Dhabi. J'aimerais ça qu'on fasse vraiment un test à Abu Dhabi avec George Russell. Dire, OK, là, tu es vraiment dans des conditions qu'on peut considérer comme normales ou ce qui se rapproche le plus de normal, à l'exception que tu ne rentres pas dans le cockpit. Là. Mais à part de ça, montre-nous ce que tu veux sur un tracé régulier. Et si c'est le cas, moi, sérieusement, à quantité de poche profonde, à la grosseur de la poche de Mercedes, puis aussi à la profondeur que ça a, personnellement, si j'ai l'opportunité d'avoir un George Russell avec un Lewis Hamilton, en avertissant George, écoute, on sait que t'es très bon, là. On veut juste en donner un 8e à Lewis, là. Puis après ça, t'es le pilote numéro 1 de l'équipe. C'est ça qui. Je pense que c'est ça que Toto Wolff lui fait, parce qu'on s'entend que George Russell, il les a eu les chances. Là. Tant qu'à moi, voilà. On lui a laissé sa première année chez Williams. Puis là, cette année, il démontre que malgré tout, qu'avec une boîte à beurre, on va se le dire littéralement, une boîte à beurre de luxe. Une boîte à savon. Oui, une boîte à savon de luxe. Parce que l'année passée, c'était une boîte à savon. Là, cette année, elle est de luxe. Il est capable quand même de faire des petits miracles. Bon, il n'est pas parfait, il a fait des petites erreurs, mais tout pilote de Formule 1 va en faire à un moment ou à un autre dans sa carrière. Juste à demander à Vettel, 2017-2018, c'est des bonnes années pour lui. Donc... 2019 et 2020 aussi. Oui, ouais. 2018 surtout, hashtag la pluie qui prend au 46e tour. C'est ça. Puis où ce que je vais en venir, c'est que Russell a littéralement fait un statement en disant « Hey, amenez-moi chez Mercedes, là. Je suis prêt. » Il n'est même pas dans les conditions optimales. C'est ça le pire. C'est ça le pire dans l'histoire. Il a démontré qu'il était capable de faire la même chose qu'Hamilton dans sa voiture, mais avec 3 pieds de plus, une voiture complètement mésadaptée pour lui, puis avec un 3/4 de semaine de fête avec cette voiture-là. Par contre, si vous voulez un indice, messieurs, pour la conférence de presse de demain matin, c'est pour ça que je voulais pas le confirmer ou quoi que ce soit. Oui, mais... c'est Russell qui est sous le nom Mercedes qui va être présent. Donc, les chances qu'Hamilton soit là, ça me nuise.
Mais à ce qu'on a pu comprendre, du côté de Mercedes, on veut faire tout notre possible pour qu'Hamilton soit là. Et je répète, si Hamilton réussit à se présenter pour la qualification, même s'il n'a fait aucun tour en séance d'essai, il est éligible pour la course. Donc, très important à mentionner, si Hamilton réussit, si samedi matin il réussit à avoir un test négatif, malheureusement, ça risque d'être lui là, qui va faire la qualification. Mais Il n'y a ça, pas juste besoin d'un test négatif. il y en a besoin Il de a deux. besoin de 4. Ah, il y a- 4. C'est même pas une question de chiffre, messieurs. C'est une C'est question d'attitude. qui fait que le gouvernement d'Abu Dhabi est très strict sur les règles et que M. Hamilton n'a pas fait le voyage avec l'équipe. Tout le cirque devait voyager le lundi et on devait s'assurer justement là, qu'Hamilton puisse intégrer le territoire d'Abu Dhabi, chose qui restera à confirmer. Et ça, c'est pas une question s'il est guéri ou pas, c'est si les autorités lui permettent de se présenter dans la bulle de la Formule 1. Il n'y a rien que coupe de millions achète pas malheureusement aux Émirats Arabes Unis. Ah, je partais pour dire aussi, on a juste regardé au Canada, il y a des présidents de compagnie qui n'ont même pas eu besoin de passer par la quatorzaine. Et voilà. Puis il y a toujours des exceptions sont toujours possibles. Si on regarde au niveau même de certains joueurs, certains sportifs n'ont pas eu besoin de la faire non plus. Mais, ok, je vais juste dire ça de même. Là. Entre vous et moi, s'il se fait tester 4 fois négatif, là, dans la journée avant, là, le gouvernement, soyons logiques 2 minutes, là, t'as un pilote, t'as une vedette sportive qui arrive, qui reçoit 4 tests négatifs. J'aurais de la misère qu'un gouvernement fait comme non, toi, tu ne rentres pas. C'est parce que le test négatif, je l'ai passé il y a 2 heures, puis je viens d'avoir le résultat il y a 5 minutes. À partir de ce moment-là, ça serait extrêmement rare là, que les autorités ne donnent pas la permission de Lewis Hamilton de rentrer sur le territoire. Là. On va être sérieux 2 minutes. Là. Il y a aussi l'aspect que, en tout cas, évidemment, là, je suis pas dans la tête à Lewis et dans la tête à Toto Wolff, mais aussi l'aspect que, tu sais, ton championnat est gagné. Ton championnat par équipe est gagné. Pourquoi pas laisser encore une chance à Russell d'aller chercher sa première victoire? Pourquoi pas? Rendu là. C'est pas comme Romain Grosjean, là. Il prend pas sa retraite à la fin de la saison. Là. Il va revenir dans 2 mois, frais dispo pour disputer une autre saison de Formule 1. Ben, moi, je dirais, quand tu es un athlète, tu veux avoir les plus gros chiffres possibles. Tout le monde va dire, oh non, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous voulez avoir vraiment votre nom dans le top des records, puis vous voulez dire, je suis le meilleur, les chiffres le prouvent. Et dites-vous ceci, chaque course que Lewis Hamilton manque, c'est une course pour lui qui ne peut pas égaliser les records ou qui ne peut pas supplanter de manière encore plus phénoménale les records qui sont dans les livres de la Formule 1. Moi, je pense qu'il ne forcera pas, mais il va... C'est maintenant, tu essaies d'ouvrir une porte pour un emploi. Tu vas forcer 2 fois. Des fois, tu ne forceras pas pour la 3e fois. Mais Lewis Hamilton, il est plus dans ce niveau-là. Il va forcer 2 fois. La 3e fois, il n'est pas sûr qu'il va forcer en ce moment, justement parce qu'il a déjà son championnat de pilote. Puis en même temps, Mercedes, c'est sûr que d'avoir Hamilton dans la voiture, d'un point de vue juste marketing, c'est un plus. Tu veux avoir le multiple champion du monde dans ta voiture, puis je veux dire, pour les commanditaires le veulent. C'est plate à dire, mais ce que le commanditaire veut, commanditaire vont avoir. Mais Olivier, qu'est-ce qui fait vendre? Les good storytellings, puis George Russell en est une good storytelling. Fait que ça aussi, je comprends que Lewis Hamilton vend beaucoup, mais tu as une chance aussi de faire valoir hey, George Russell, première victoire en carrière chez Mercedes. Ça aussi, ça rapporte des bidous au bout de la ligne. Fait que, mais s'ils ne gagnent pas, ils l'ont pas, donc ils vont y aller avec la valeur sûre. Non, mais tu vas en entendre beaucoup parler pareil de Russell avec Mercedes, puis tu vas le voir beaucoup, George Russell, pareil, dans les photos aussi. Fait que il y a ce côté-là également qui rentre en ligne de compte. Pas juste la victoire nécessairement, mais juste le fait qu'on redonne encore une autre chance. Après une fin de semaine désastreuse qui n'est pas de sa faute du tout, on redonne une chance chez Mercedes. Fait que, je veux dire, c'est sûr que Lewis Hamilton c'est peut-être là, mais Russell en comparaison, mais il est peut-être là. Fait que il n'y a pas une grande différence si tu regardes les deux. Pas une grande différence potentielle, je suis d'accord, mais puis d'ailleurs, j'aimerais ça voir Russell dans la voiture. Ça, mon avis personnel, c'est ça. Moi aussi. Par contre, de l'autre côté, je vois très bien pourquoi Mercedes voudrait forcer un peu la donne pour qu'Hamilton soit présent dans la voiture. La valeur sûre du fait que ce soit lui, même si Russell, on s'entend que ça serait une très belle histoire, j'aimerais ça qu'il remporte la victoire, honnêtement, j'aimerais ça qu'il participe et qu'il ait remporté la victoire, ça serait tellement une belle façon de finir la saison et
malheureusement pour Bottas, ça serait peut-être un peu la rencontre de l'ami Bob. Là. Mais Oui. Oui. Bye-bye. ouais, il reste que. Et surtout avec les rumeurs qu'on vient d'entendre, là, qui sont potentielles, supposément que C'est Russell se trop tôt. rapprocherait. C'est trop tôt. Je ne parlerai pas là-dessus parce que c'est pas. C'est comme une planche de bois. Tu sais, t'as du 1 par 2, t'as du 2 par 4, puis t'as du 4 par 8. Et en ce moment, on est plus dans le cadre du 1 par 2. La planche de bois n'est pas encore assez solide, je pense, pour parler de ça. Mais ça, Ouais. c'est mon point de vue. Mais si tu veux aller, je te laisse aller. Non, en fait, c'est juste certaines affaires qui se déroulent. C'est sûr qu'on va revenir dans la semaine prochaine si on a plus de détails, évidemment. De toute façon, avec le Grand Prix d'Abu Dhabi, beaucoup de choses vont se décider. Ah, le sort d'Albon va se décider. C'est Oui, précisément ça, de ce côté-là. d'ailleurs, parlant d'Albon, belle performance d'AlphaTauri. J'ai besoin de le préciser. On termine dans le top 8 avec d'excellents résultats, autant Daniel Kvyat que Pierre Gasly. Alors, encore une fois, on a fait de l'excellent travail au niveau d'AlphaTauri. On a été à l'avant-poste, on a été alerte aussi lors des arrêts au puits. On est en mesure d'aller se positionner, de se battre avec Daniel Ricciardo. On a tout fait. Puis en plus, on a devancé, si je ne me trompe pas, on a devancé Lando Norris au classement. Alors, ça a été une bonne fin de semaine pour AlphaTauri, là, à chapitre. Tout à fait. Donc, on a fait le travail et malheureusement, Albon a décidé de son côté d'aller brailler sur la retransmission, sur la radio en disant je peux pas continuer dans ces conditions-là. Ouais, non, tu peux continuer dans ces conditions-là. Malheureusement, c'est peut-être pas le match entre toi et Red Bull. Je viens d'avoir le flash. Parlant de Red Bull encore. Est-ce que c'est moi où je trouve que Charles Leclerc commence à en prendre large? Ben, je suis pas tout seul parce que Sébastien Vettel aussi a dit la même chose. Mais il me semble qu'il commence à en prendre large, Charles Leclerc. Je me trompe-tu? Tu veux dire. Ouais. Sachant à quel point Verstappen en a pris large sur lui en Autriche une couple d'années, c'est pas si pire que ça. Là. Ouais, Ben, non, mais parce qu'à un moment donné, quand tu as des petits gestes qui reviennent à pétition, tu commences à avoir un dossier qui devient large. ouais, Vettel Ben, aussi, petit il y geste en à avait un répétition, large, un dossier avec Red Bull, puis il a gagné 4 championnats. Ouais, mais mon point, c'était plus. Leclerc, ça en a encore tiré. Oui, il a mis fin à sa course, mais encore une fois, il se met là où est-ce qu'il ne faut pas non plus. C'est mon point, il est là. Là. En plus, tu fais la chose à Lance Stroll et tu refais une chose similaire à Sergio Perez. Je m'excuse, là, mais il n'était pas pantoute à la hauteur. Là. Je ne sais pas quoi qu'il a pensé. Puis pour une fois, je vais dire bravo à Max Verstappen. Il a été prudent. Il a tout fait pour essayer d'éviter l'accrochage. Il a reculé. Ben, c'est ça. Le but qu'il n'a pas évité. Mais, tu sais, je veux dire, Max Verstappen, là-dessus, honnêtement, autant qu'on peut le critiquer parce qu'il est souvent trop agressif, là, je vais le dire, il l'a très bien fait. Il a agi comme un pilote mature. Il a reculé quand c'était le temps. Il a vu que c'était trop de large, ça passait pas. Parfait, messieurs, c'est beau, on est le premier tour. Et Charles Leclerc qui arrive. Hey, il y a des bonbons en avant, vite, je vais ramasser mes cannes de Noël avant tout le monde. C'est ce qui est arrivé avec Charles Leclerc. Fait que, Pour Max Verstappen, j'ai comme l'impression que. Ben, je sais pas, là, j'ai pas écouté d'entrevue quelconque d'après-course dans son cas, là, mais j'ai l'impression que il a voulu en prendre large. Il s'est dit, je vais rester safe, je vais continuer d'en prendre large, mais il ne devait pas se douter qu'il y avait du gravier avant la fin du mur. C'est là que ça s'est terminé rendu là. Ouais. Parce que sinon, si on était sur l'asphalte, et là, Eric aimerait bien ça, m'entendre dire ces mots-là. S'il n'y avait pas de gravier et juste de l'asphalte, Verstappen serait encore là. Il serait encore dans la course, je crois. Ben, de là entendre que je vais aimer ces mots-là, c'est plus le fait que c'est pas juste une question de gravier à cet endroit-là, c'est que c'est une portion de la piste qui est jamais utilisée, donc elle est extrêmement poussiéreuse. Que ce soit un bac à gravier ou pas, il y avait possiblement pas assez d'adhérence là, pour ramener la voiture. Puis l'échappatoire à cet endroit-là est pas énorme parce que les voitures ont énormément ralenti, tandis que si tu files tout droit, là, tu as à peu près, je ne vais pas dire la distance, là, mais tu en as beaucoup plus loin pour ralentir la voiture. Donc, c'est la géométrie, encore une fois, des murs à Bahreïn qui, pour la deuxième semaine de suite, sont un petit peu questionnables. Mais en même temps, si tu regardes l'usage traditionnel du tracé, le mur a fait ce qu'il a à faire. Il a accueilli Verstappen puis il l'a arrêté dans sa course. Malheureusement, il en a pris un peu trop large puis ça lui a coûté son épreuve. Pour Charles Leclerc, moi, personnellement, j'en ai vu d'autres faire des pires choses. Ils ont encore des volants en Formule 1. Bon, il y en a un qui va s'en aller à la fin de l'année, Daniel Kvyat, et c'est bon débarras. Mais personnellement, je d'accord. pense pas que Leclerc, il a tant accumulé de cartons jaunes que ça. Là.
Non, mais c'est pas tant. OK, premièrement, je tiens juste à m'excuser. Effectivement, Daniel Kvyat a terminé 7e et Pierre Gasly 11e. Je me suis endormi pendant les 20 derniers tours. Désolé, je m'excuse. Mais non, blague à part, c'est juste moi qui avais oublié de regarder les résultats. Donc, vous pourrez me jeter une pierre, mais c'est parce que le problème pour Charles Leclerc, là. Il a fini 11e, Pierre, on te le pitchera pas. Innocent. Mais. Il en a 99, en fait, il n'y en a pas 100. OK. Ce que je veux dire avec Leclerc, c'est que ça a bien beau ne pas être des gros incidents ou quelque chose qui est vraiment condamnable, comme ce que Pastor Maldonado faisait à une certaine époque, Romain Grosjean qui l'a suivi, et par la suite, Kvyat a décidé de s'inspirer de ces deux-là. Mais le point, c'est la récurrence des choses, des erreurs qui font comme. Là, à un moment donné, tu commences à en accumuler un petit peu. Charles, là, je t'aime bien, t'es bien gentil, t'es bien sympathique. Ça commence à faire quelques fois, là, 7 années dans la même saison que tu commets des erreurs qu'on t'a probablement averti dans le motorhome. Et Charles, sois un petit peu plus tranquille au début des courses. On l'a probablement dit à Charles Leclerc, là, je comprends, tu veux gagner des positions, c'est correct, mais ne ruine pas les courses pour rien ou n'endommage pas la voiture. Et malheureusement, c'est ce que Leclerc a fait au moins fait dans 2 courses cette saison, c'est pas peut-être même plus. Leclerc, par contre, de son côté, une des raisons pourquoi c'est différent par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, il y avait quelques petites erreurs, mais c'était pas aussi pire, il me semble. La voiture chez Ferrari cette année, elle est pas performante. Donc, Leclerc se doit être agressif pour gagner des positions, un peu comme Stroll a dû l'être dans les 2 dernières saisons. Mais alors, c'était le roi de gagner des positions au premier tour. Pourquoi? Il se qualifiait loin, la voiture était pas performante. La seule place qui peut gagner des positions est d'aller chercher des points à la fin de la course. En fait, il y avait 2 façons. Un départ exceptionnel, être super agressif au départ et aller chercher des positions, et ensuite, la stratégie. Leclerc est dans une situation similaire. Malheureusement, avec le Ferrari, dans les positions où il part, c'est pas tout d'aller chercher 5-6 positions d'un coup. Il faut le faire, il faut être agressif. Pourquoi? Parce qu'en avant de nous, on a généralement Ricardo, on a généralement des pilotes. Pierre Gasly, ouais, ça se peut qu'il soit en avant de nous. Même le Torpedo, on l'a mentionné, ça se peut qu'il soit en avant de nous. Même chose pour les Racing Point, ça peut arriver. Après ça, c'est sûr qu'on a les Mercedes, on a également au moins une Red Bull. Là. Ça arrive une fois sur 2 que la deuxième est là également. Donc, il faut tout de même faire en sorte que il faut aller dépasser du monde, il faut aller dépasser des gens. Donc, et c'est pas le plus facile. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des erreurs, qu'il va y avoir des gaffes de ce genre-là. Par rapport à si Ferrari avait une belle voiture, ben là, Charles Leclerc pourrait faire plus attention. Rester en arrière quelques tours, faire les dépassements. Là, ça serait possible. Il y a le talent aussi. C'est dur de comparer Leclerc. On parle à court terme, évidemment. Là. Je dis pas non plus, Luc, que tu l'as comparé au pire pilote sur la grille. Mais tu sais, c'est dur de faire un. C'est dur de faire un face-à-face, mettons, avec Kvyat, avec Grosjean. Parce que le pilote, la différence entre les autres, c'est qu'il a énormément de talent. Il veut s'en permettre un peu. Ce que je veux dire, c'est que Leclerc a fait des incidents si c'était un autre pilote, on aurait rapproché. On aurait reproché Solidex. Puis parce que c'est Charles Leclerc, c'est comme du beurre dans le poêle. Ça fond plus, puis ça glisse mieux aussi que du beurre dur. Fait que c'est ça qui me chicote un peu. C'est juste ça. Ben, c'est ça. Comme je te dis, ça peut être le rapport au niveau du talent des pilotes. Leclerc a beaucoup plus de talent qu'un Kvyat ou un Grosjean. Donc, puis en plus, il est très dominant versus son coéquipier dans son écurie. C'est la seule voiture qui fournit des points actuellement. Non, de toute façon, Vettel, s'est-tu vraiment présenté en Italie cette année? Là? Moi, honnêtement, pour moi, il n'a jamais atterri en Italie. Là. On va être en Dans mon oreille que non. Non. Oui, vas-y. Vas-y, Dra. Les meilleurs pilotes vont tous faire des erreurs. Là. Je veux dire. Je dis pas le contraire. Mais il n'a pas été pénalisé, par exemple, en Russie quand il n'a pas laissé de place à Lance Stroll. Il s'en est tiré. Ouais, mais 2 fois en 3 courses, Lewis Hamilton a dompé Alex Albon, qui est encore champion du monde. Là. Ouais, mais Lewis, 2 fois par contre. C'est ça. Ouais, mais ça, OK. Là, on va dire une chose. On va parler de Charles Leclerc ou on va parler de la constance de la FIA? Parce que là, on a 2 dossiers. Là. Il y a ça. Un autre dossier. Là. En effet, sauf qu'Hamilton, par contre, les 2 fois que tu as mentionné, c'est les 2 fois où il y a eu des problèmes. Leclerc, il y a eu 2 gros cas. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça. Ouais, mais Leclerc a eu 2 gros cas. Après ça, il y a quelques petites erreurs ici et là qui s'additionnent et qui font que sa saison est plutôt moyenne. Maintenant, c'est sûr que la Ferrari, comme je mentionnais, c'est pas la meilleure voiture, évidemment, mais il doit se recompenser et malheureusement, ça mène vers ce genre de faute-là. Okay.
D'après moi, ça clôt pas mal le dossier Charles Leclerc pour ce soir et même le dossier Formule 1, je pense également. On va s'en garder pour la semaine prochaine, messieurs. Il reste encore beaucoup de choses à compléter avec un Grand Prix d'Abu Dhabi là, qui s'annonce pour être formidable ou pas, dépendamment qui va être présent, évidemment. Donc, c'est à suivre là, pour la semaine prochaine lors de cette balado. C'est aussi beau à l'extérieur de la piste aussi. Parlez-en à Az. J'allais dire justement, un Grand Prix sur Abu Dhabi, sur un tilcodrome qui va être formidable. T'es optimiste, mon Turcotte? Je parlais pas du Grand Prix, je parlais de tout ce qui est alentour, évidemment. Puis, Et oui, rapidement, on parlait de Sakir, là. J'ai le feeling qu'on ne reverra plus l'Outer Circuit. Je vais super rapidement, là. 3,543 km. C'est 43 mètres de plus que la limite inférieure de ce qu'on admet en Formule 1. Et mon impression est qu'avec ce qu'on a vu ce week-end, la FIA va demander des tracés un petit peu plus loin à l'avenir. Le seul qui est dérogé, c'est Monaco, mais Monaco est dérogé sous cette règle pour les raisons historiques que l'on connaît. Mais à mes yeux, tout nouveau tracé devrait être au minimum, je vais dire 3,7 à 3,8 km. Je ne pense pas qu'on va accepter à nouveau un 3,5. On a vu que ça fait ce week-end. Bien d'accord là-dessus, c'est pas mal le sentiment que j'ai moi aussi. Mais à suivre d'ailleurs de ce côté-là. Si on a des réponses la semaine prochaine, évidemment, on va vous en parler pour ce qui va être notre dernière balado de 2020. Donc, évidemment, on annonce tout de suite si vous voulez des sujets que vous voulez qu'on discute, écrivez-nous. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment. On a 1 heure, hein, dites-vous ça. Donc, avec la F1 la semaine prochaine et la fin des saisons que l'on a sur SFTV, eh bien, on va avoir beaucoup de choses à discuter. D'ailleurs, parlant de grosses choses à discuter, iRacing, messieurs. La grosse mise à jour qu'ils nous ont emmené aujourd'hui. Par où on commence? Mon ordinateur a pété, il a fumé quand il a téléchargé la mise à jour tellement c'était gros. Ton internet, tu veux dire. Le graphique, inquiète-moi pas. Là. non. C'est pas la carte graphique, je viens de la changer. Mais je parle, non, c'est plus mon internet. Non, c'est ça, je me dis, please, non. Mais au contraire, c'est plus mon internet qui a flanché pendant quelques heures, mais ça, c'est correct. Mais effectivement, c'est une grosse mise à jour. Il y a les messieurs, je pense surtout à Olivier et Eric, vous avez eu la chance de tester le nouveau jouet que tout le monde semble être un peu comme un bébé dans une bonbonnerie, c'est-à-dire ils ne savent plus du tout regarder de la tête vu qu'il y a trop de couleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de la IR1? Eric, j'ai testé. Ben, j'ai eu la chance de la tester cet après-midi à Spa-Francorchamps. J'ai été faire une petite heure éducative sur ce nouveau bolide, 900 HP, 20 000 RPM, des jantes de 18 pouces, un package aérodynamique très trimé, très simple. C'est pas une voiture de monoplace moderne à la Formule 1 qui a tous les systèmes de récupération d'énergie, DRS, ce qu'on aime appeler des gimmicks. Vraiment, on a une voiture pure qui a peu d'appui aérodynamique, qui rappelle un peu les formats des années 90. Ça me rappelle un peu du kart aussi. Et c'est le feeling qu'on avait. C'est une voiture extrêmement puissante. Qu'il faut avoir un œuf en dessous de la pédale à essence, là, on va se le dire. Il faut être doux en la réaccélération, mais qui est extrêmement plaisante à conduire, très satisfaisante, mais très demandante également. J'étais un petit peu surpris qu'iRacing l'ait placé en classe C. À mes yeux, c'est un coût marketing plus qu'un coût logistique. Et ça vient un petit peu faire suite à ce qu'ils ont vécu avec les LMP1 quand ils avaient sorti la Porsche et la Audi. Les R18. LMP1. Oui, R18 puis la 919. Ouais. Ça avait été automatiquement placé en classe A. Et étant donné que c'est des voitures qui sont très complexes, le commun des mortels n'a jamais eu l'occasion de les essayer. Tandis que là, le commun des mortels va l'essayer quand même avant de se rendre compte, OK, j'ai pas assez de réflexes ou j'ai pas assez de connaissances pour tenir cette voiture-là dans un cadre compétitif, dans une course. Parce que là, c'est le fun de courser tout seul. N'importe qui peut prendre une IndyCar et aller tourner à Indianapolis. Mais de le faire dans un cadre. Dans le cadre d'une course, je vais trouver mes mots. Ils sont en train de se cacher et de se promener dans ma pièce. On a quand même une voiture très intéressante. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer en meute, l'essayer dans un scénario de course où est-ce qu'on nous avait promis du côté d'iRacing que c'était une voiture qui allait être en mesure de faire des dépassements, là, qu'on allait avoir moins de problèmes avec la terrain aérodynamique. Étant donné que c'est un package à bas downforce, j'ai tendance à y croire, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les 3 types de pneus, c'est un ajout qui est extrêmement intéressant, qui provient évidemment de la MP430, mais qui a été ramené sur cette voiture-là. Ça va amener des aspects stratégiques très intéressants.
Bien hâte de voir. À mes yeux, c'est une voiture qui a beaucoup de potentiel. iRacing a le plein contrôle. Et ça, si j'ai à donner un argument à ceux qui disent bon, c'est pas une vraie voiture, c'est pas puriste, iRacing qui est petit. iRacing n'a pas besoin de licencier cette voiture-là à n'importe qui, n'a pas besoin d'aller scanner des éléments, n'a pas besoin d'aller chercher des informations techniques à personne. Ils ont le plein contrôle de cette voiture-là et c'est la raison pourquoi elle va être une excellente voiture de championnat du monde pour les 10 prochaines années dans le service. Ils vont peut-être faire des mises à jour, la modifier un petit peu. Ça, c'est correct. Ça fait partie du processus. Mais on n'aura pas à attendre une mise à jour comme une nouvelle MP430, une nouvelle Formule 1, parce que, quite frankly, en 2020, le sport va beaucoup trop vite pour que le virtuel soit en mesure de faire des versions réalistes et à jour, surtout au niveau de la précision que iRacing demande. À Assetto Corsa, il y a des modes qui existent. Est-ce qu'ils sont près de la réalité? Je vais dire oui, mais est-ce qu'ils sont capables de suivre toutes les évolutions de la voiture? Malheureusement, non, et je pense pas qu'il y a personne qui va être capable de le faire vu à quel point les technologies puis les niveaux là, de performance aérodynamique de ces voitures-là sont extrêmes. Ce qui est impressionnant dans ça, c'est que ce soit pour pour construire une voiture réelle ou la voiture dans iRacing, on a utilisé les mêmes étapes Mhm. pour la construire. Donc, au bout de la ligne, c'est très crédible quand même ce que Dallara nous a donné en termes de données. Puis, mixer ça évidemment à iRacing où tous les pistes ont été scannées, ou presque. Évidemment, là, je suis plus pour Long Beach que je ne sais pas. Oui, Mais en oui, tout cas, oui, c'est elle a été scanné scannée aussi. Oui. Bon, parfait. Ajouter à ça tous les pistes d'iRacing qui ont été scannées, on a quand même de quoi qui est crédible. Maintenant, la chose que moi je voulais entendre de ta part, Eric, c'est le son de ces voitures. Qu'est-ce que ça t'a rappelé? Ah, ça révolutionne, puis ça crie. Ça crie, et ça crie. Et tu fais un virage, là, ça crie un petit peu moins. Mais t'appuies sur la pédale de gaz, ça crie encore! Puis après, ça ralentit un petit peu. Ça crie encore! OK, là, je vais arrêter parce que mon rig est vraiment très rendu sec. Ouais, puis de ce que ça continue, c'est moi qui va sortir avec les oreilles ensemble. Ah, toi, t'as pas essayé ce char-là encore, ça paraît! Non. Oh, non, tu vas apprécier le son, je te le confirme. Un bon V10 qui va à 20 000 tours minute, là, ça crie. Honnêtement, pour ceux les puristes là, qui aiment bien le son de la Formule 1 avant 2005, là, vous allez être servi, je vous le garantis. Est-ce qu'on a moteur pour les essais libres, la qualification puis la course? Ça, je pense pas qu'iRacing est jusque-là. Ah, Non, malheureusement. le garage est extrêmement simplifié et ça, c'est un autre aspect qui est intéressant. Voiture qui est, je vais dire, relativement aussi simple, voire même un petit peu plus simple à balancer, à faire une configuration qu'une Formule 3. C'est à ce niveau-là. Wow. Et mentionner que l'aileron arrière n'est pas modifiable. Donc, c'est Oui. peut-être la raison pourquoi, justement, iRacing pouvait dire il n'y aura pas de traînée aérodynamique. Justement, vu qu'on ne peut pas ajuster l'aileron arrière, et là, corrige-moi, Eric, si je me trompe, on a le contrôle sur la traînée arrière. C'est un package aérodynamique basé purement sur l'effet de sol et le diffuseur. Donc, il n'y a pas d'ajustement possible sur l'aile arrière. Est-ce que ça a un effet sur la traînée aérodynamique? Je dirais pas. C'est plus une question que le seul ajustement aérodynamique possible pour l'équilibre aérodynamique de la voiture est sur l'aileron avant. Donc, les changements vont être extrêmement plus drastiques sur la conduite de la voiture. Par contre, il est possible à chaque arrêt au puits de changer l'aileron avant comme dans une vraie série de monoplace. Et la voiture permet de changer les barres anti-roulis live pendant qu'on conduit comme une IndyCar. Donc, à mes yeux, ça va permettre là, aux pilotes de vraiment avoir la sensation de la voiture qu'on désire au fil de l'usure des pneus, ce qui est souhaitable, évidemment, vu les 3 gommes de pneus disponibles. Et Luc... Ben, dans le fond, vu que c'est une voiture elle est faite seule, puis je regardais le design de la voiture, ça ressemble un peu au F1 qu'on va voir à partir de 2022. Je vous dis pas que c'est une copie conforme, mais la base est sensiblement là. Je me trompe-tu, Eric? C'est sûr que le iRacing, quand ils ont mandaté Dallara de faire cette voiture-là, ils avaient le présent et le futur de la course en monoplace en tête. Ils ont mentionné justement qu'ils voulaient une voiture qu'on est capable de dépasser, ce qui est un des objectifs de 2022. Ils voulaient une voiture qui n'avait pas de gimmick. Ça, par exemple, c'est une grosse différence de la Formule 1, où est-ce qu'on a encore le DRS, on a encore les systèmes de récupération d'énergie qui rendent les voitures beaucoup plus complexes. On voulait un look futuriste et aérodynamique simple,
On a voulu un cockpit futuriste. On n'a pas été avec un halo. On a été avec un windscreen un peu comme les IndyCar ont. Beaucoup plus bas, par IndyCar contre, qui ont- le windscreen. Oui, ben, on s'entend que étant une voiture qui n'est pas créée pour le réel, c'est un aspect où est-ce qu'on peut venir justement dire ah, OK, celle-là, la partie qu'on aime moins un petit peu côté pilote, évidemment, les pilotes, pas ils adorent le Halo, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu la semaine dernière, ils ne vont pas s'en plaindre. Mais étant donné qu'on est en virtuel, on a le luxe là, de pouvoir jouer avec ces paramètres-là pour avoir la voiture qui va être idéale pour offrir une plateforme compétitive de haut niveau intéressant. Il faut se le rappeler, là, si on regarde, on regarde jamais ailleurs, là, parce qu'on pense toujours qu'iRacing est seul sur le marché. Mais il y a d'autres championnats du monde de sport électronique en sim racing. Mhm. Je pense à Gran Turismo. Et Gran Turismo, les grosses courses sont en quoi? Sont en Red Bull X 2010. Ils sont dans la voiture qui fait 400 km/h, qui n'a aucun sens de courser sur des pistes comme le Nordschleife, mais ils le font quand même. Donc, que iRacing veulent introduire son petit joyeux là-dedans, sachant qu'ils ont le NASCAR, ils ont la terre battue, ils ont le Rallycross, ils ont déjà des séries, des formats très solides. Ils ont le GT, l'endurance, qui évidemment, là, il y a Assetto Corsa Competizione qui fait un peu jeu similaire à ce chapitre-là. C'est une des raisons pourquoi iRacing, écoutez, ils viennent de sortir une autre voiture qui est sortie dans ce build-là, c'est la GT3 Huracan, donc la Lamborghini. Mais on va voir de moins en moins de GT3 à iRacing. Pourquoi? Parce que la licence appartient à Assetto Corsa. Donc, iRacing joue les pions sur leur échiquier et celle-là, à mes yeux, ben, ce pion-là vient de se rendre au 8e rang et devenir une reine. En effet, mais c'est pas tout, par contre, ce qu'on a eu du côté d'iRacing. On parlait je pense, d'une voiture qui n'existe pas dans la vraie vie, mais qui est tout comme. Du côté de l'Oval, Coca-Cola Super Speedway. Eh ben oui. Les amateurs de NASCAR Racing 2003 sont plus qu'heureux présentement. On va dire en québécois, ils sont fous comme la merde. Oui, mais là où est-ce que justement, c'est un aspect où il ne faut pas oublier non plus qu'iRacing ont eu à faire ces démarches-là parce que, bon, la voiture, la IR01, s'est développée depuis le mois de mai. Ben, au mois de mai, qu'est-ce qu'ils pouvaient aller scanner? Ah, rien. Pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose qui roulait à ce moment-là. Donc, même chose avec le Coca-Cola Speedway. Avant même de dire qu'est-ce qu'iRacing aurait pu aller scanner côté NASCAR, il n'y a rien de nouveau. Ils ont déjà toutes les pistes que NASCAR utilise sur le service. La prochaine qu'ils vont devoir scanner, c'est Bristol version Dirt. Ce ne sera pas bien difficile. Ils vont prendre la surface de Dirt, ils vont prendre la surface de Bristol, puis mets-moi de la terre là-dessus, puis c'est réglé. Donc, à mes yeux, ils font ce qu'ils ont à faire pour rafraîchir le service, avoir des nouvelles offres, sans pour autant déroger si loin que ça de leur base d'usagers qui demeurent quand même des anciens là, de NR 2003 pour le NASCAR, évidemment. Mais en même temps, ben, c'est un petit clin d'œil. Je pense pas que c'est un tracé là, qui va révolutionner le système. Puis ça, par exemple, j'ose espérer qu'on ne verra pas le Coca-Cola Speedway dans une course de e-NASCAR. Ça, là-dessus, par exemple, je ne suis pas le plus gros puriste, mais quand je pense à championnat du monde, quand je pense à NASCAR qui font une série sur iRacing, là, je m'attends à ce qu'on reste sur les tracés réels, tandis que quand on veut la crème de la crème du simulateur, aller chercher les meilleurs pilotes disponibles, là, je suis prêt à ouvrir la porte à une voiture comme la IR01. Ça fait contradiction un petit peu, vous allez me dire, mais vu que la IR01 n'est pas associée à quelconque série, on a plus de marge de manœuvre par rapport à ça, tandis que vu que là, on va du côté de NASCAR, oh, là, j'ai un petit peu plus de misère. C'est parce que tu sais, on a déjà des loteries de 2,5 000 puis 2,6. Je pense pas qu'on ait nécessairement besoin d'une loterie de 4 000 non plus. Bon, on vient d'en voir une de 3,5 km en Formule 1 en fin de semaine. Mais Et voilà. Bon point. Mais moi, je regarde en ce moment sur iRacing, puis je ne vois pas la piste à acheter. Elle doit pas être encore disponible ouais, présentement, mais elle est supposée être disponible normalement. C'est ça que je trouve particulier. Ça se peut Mais qu'il l'ait reporté un petit peu. Là. Mais c'est un beau clin d'œil pareil pour anciennement Papyrus qui développait les jeux de NASCAR au préalable. Donc, je dirais pas qu'il y avait déjà les données de ce circuit-là, puisqu'on s'entend qu'en 17 ans, même 18, ça a changé énormément. Mais du moins, c'est un beau petit clin d'œil pour cette équipe, dont plusieurs sont encore là d'ailleurs, c'est la base d'iRacing en tant que telle. Là. Il y avait quelques développeurs qui étaient de Papyrus qui sont rendus là. La plupart, la grande majorité. La grande majorité. C'est un beau petit clin d'œil. Une mise à jour que j'ai hâte de voir, puisque iRacing a été basé aussi sur des jeux du Indy 500, là, anciennement Dave Kramer qui a développé
des simulateurs de ça. IndyCar La version Racing 2, Road entre autres. Course moderne d'Indianapolis, ça vous tenterait pas parce que ça, quand on regarde l'ancienne qu'on a depuis 2005, je pense qu'elle est due. Pour cette mise à jour-là, puisque là, on n'a pas fini non plus. On a dit IR01, on a parlé de Coca-Cola Speedway, GT3 Huracan, Long Beach, qui était Oui. anciennement une tech track qui a été, bon, on va dire, finalement là, développée, modélisée avec tous les éléments. Donc, ça, c'est un ajout qui va être très intéressant, que d'autres simulateurs avaient déjà. Je sais qu'il y a Automobilista l'avait. Il y a quelques autres tracés, quelques autres simulateurs, mais excuse, qui avaient déjà ce tracé-là. Mais c'était Donc, c'était des mods, par contre, c'était pas les vrais. le vrai scan, ça, c'est C'est sûr. ça. Par la suite, évidemment, on a des configurations rallycross pour Brands Hatch et le Roval. Ça, je vais avouer que c'est complètement out of left field. Je ne m'attendais pas à ça. On a les Big Blocks modifiés. Et ça, pour les gens de terre battue au Québec, on le sait à quel point que les Big Blocks, c'est un gros staple. Là. Il y a le Big Block et Empire Super Sprint. C'est les deux grosses séries qui se présentent annuellement au Québec, autant à Drummondville, RPM que Granby. Ça, c'est un gros ajout pour la base de fans de simulation du Québec. Cedar Park, qui est un autre tracé de terre battue, un 3/8 de mille, ça s'apparente un petit peu à l'autodrome Drummond, même format. Donc, bon, peut-être pas les mêmes configurations, mais on est tout près. Donc, encore une fois, on ajoute des pièces à ce casse-tête-là. On n'aura jamais toutes les pistes de terre battue au monde parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on commence justement à avoir une variété intéressante de voitures et de tracés sur la terre battue. Tout le monde a eu son anan dans cette mise à jour-là. Le Rallycross a eu des pistes. La terre battue a eu une voiture et une piste. Le GT ont eu la GT3. Les puristes de monoplace, on a eu la IR01. On a eu Long Beach! On a eu Long Beach. Donc, il reste quoi? Le NASCAR, qu'est-ce que vous voulez qu'il ajoute d'autre à part le Coca-Cola? Il y a les Gen 7, les voitures génération 7 qui s'en viennent, et on les a pas encore parce qu'évidemment, elles ne sont pas prêtes réellement non plus. Donc, côté NASCAR, on semble un peu délaissé, mais je peux garantir de toute façon qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter de ce côté-là. Des dernières grosses mises à jour, de toute façon, je trouve que NASCAR avait été pas mal gâté. Là. On avait eu Nashville, il y avait eu les nouvelles camionnettes, les nouvelles Xfinity. Qu'est-ce qui reste d'autre? Parce que le NASCAR, comme il y a eu les fameuses voitures des années 80 qu'on a rajoutées avec oui, c'est vrai. Il y a Woodsboro. eu, comment ça s'appelait? NASCAR Northwood 87. Pro, puis la Thunderbird. Ouais, C'est vrai. exactement. C'est vrai. Donc, c'est sûr que je pense que de ce côté-là, on est le NASCAR capable d'avaler sa pilule puis de bien vivre avec ça. Mais en général, je pense qu'iRacing veut lancer l'année 2021 avec un grand coup. Et j'ai encore hâte de voir le côté championnat du monde promis en fin 2021 avec la IA01. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va prendre des qualifications, ça va prendre un nouveau système de licence pour promouvoir ça. Et j'ai hâte de voir où vont se placer les autres monoplaces dans l'échiquier. Là. Parce qu'on n'aura pas trop le choix, parce qu'il commence à avoir pas mal de monde en B. Là. Tu vas avoir les deux IndyCar, tu vas avoir la FR 3.5. On s'entend que la IR05, la 01, une fois que le party de vente est fini, ça sort dans la licence A, c'est pas trop long. Oh, oui. Où est-ce qu'on va placer là, ces voitures-là, ces monoplaces-là sur l'échiquier? Parce que, à mes yeux, F3, FR 2.5, ça va être de la classe C. IndyCar et 3.5 de la classe B. Et là, on tomberait en classe A avec la IR0. Mais je ne suis pas convaincu parce qu'il ne faut pas que tu oublies. L'IR1 va tomber classe A, mais il ne faut pas oublier aussi que dans la dernière mise à jour, on voulait faire passer également la série Le Mans en classe O aussi. C'est fait. C'est fait. Donc, je vois mal, mettons, voir d'autres séries passer de série A ou d'augmenter de série. Là. Mais série A était naturellement délaissée de pas mal tout parce qu'il y avait seulement que la Le Mans Endurance et la World Grand Prix. Donc, déjà là qu'on regardait un petit peu la classe A, redonner un peu de vie et d'intérêt aux gens d'aller chercher cette classe A-là, ça va être une bonne chose. Puisque généralement, les séries les plus populaires, ben, on ne se cachera pas, c'est le GT3 en classe B et C, les Formule 3 classe C, c'est les classes de milieu de gamme, où est-ce que les voitures sont un peu plus simples à contrôler et à apprivoiser que les LMP1, qu'on sait pourquoi. Ben, c'est malheureux parce que les LMP1, à mes yeux, c'est une très belle classe. C'est juste que les voitures sont tellement compliquées que personne ne veut s'aventurer là-dedans. Ben, Ben, moi, tout ce que j'ai à dire, pour être bref à ce sujet,
Félicitations iRacing. Vous avez lâché les maudits tire models pour nous donner du contenu. Merci beaucoup, iRacing. Good job. C'est vrai, est-ce qu'on a rajouté officiellement la deuxième composante pneumatique au niveau de l'IndyCar aussi? Oui. Elle est ajoutée. Finalement, Les deux Formule 1, l'IndyCar et l'AR 01 ont les différents pneumatiques. Donc c'est intéressant. Oui. Autre petite nouveauté, on a un visualisateur 3D pour les voitures maintenant. Les peintres en herbe vous remercient, iRacing. Merci. C'est tellement pratique parce que modéliser et dessiner, peinturer des voitures, je fais un bout, je m'en vais dans le simulateur voir ça a l'air de quoi. Là, on a une façon beaucoup plus rapide de prévisualiser. Et une autre petite modification, c'est que les séries qui utilisent des tracés de 2 types différents, exemple, lorsque le IndyCar allait faire des courses sur ovale ou que le NASCAR allait faire des courses sur routier, ben maintenant, ça va être les licences spécifiques à ces tracés-là qui vont être utilisées. Donc, si le NASCAR va faire de la course sur Watkins Glen ou sur Sonoma ou Road America, Mid-Ohio, nommez-les, ça va être la licence Road qui va être utilisée et non la licence ovale. Ça, c'est une mise à jour que ça fait un bon moment là, que du côté d'iRacing, on avait besoin, puisque la popularité de ces tracés-là dans les calendriers était grandement diminuée. Lorsque du côté de NASCAR, on se retrouvait sur Watkins Glen, il y avait beaucoup de monde qui se pointait parce que personne ne voulait venir mettre à risque là, son 4500 d'iRating, sachant qu'ils étaient dans le coin de 2000-2200 en routier. Donc, c'est un peu plus délicat, tandis que là, on a vraiment une représentation un peu plus fiable là, de ces licences-là. Reste à voir, évidemment, s'il y a un dossier du côté d'iRacing, j'ai hâte qu'on commence à étudier. Pas qu'on le change complètement, puisque don't change it if it's not broke, mais les licences et le iRating, je commence à voir qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire là, pour mettre ça à jour. On a ajouté Dirt Oval et Dirt Road. Déjà là, c'est un bon petit pas à l'avant. J'ai hâte de voir si dans les prochaines années, on ne va pas réouvrir ce dossier-là, parce que ça fait quand même une douzaine d'années. C'est un système qui est très similaire. En effet. Donc, c'est ce qui conclut notre côté mise à jour iRacing. Vraiment, on avait du gros contenu de ce côté-là. Et on va maintenant aller du côté donc, de nos séries qui ont eu la semaine dernière. On a des séries qui se terminent cette semaine. Tout d'abord, évidemment, on va revenir dans quelques instants sur la série NASCAR Cup Tom Chadier Valley Jonction qui a eu tout un dénouement la semaine dernière pour ce qui est de la ronde de demi-finale, pour ainsi dire, la ronde des 10. Même chose pour donc GT Championnat de Québec là où justement on a eu 2 victoires du côté de Mickey Mike et Luc là-dessus oui je vais te laisser continuer ce dossier-là, Luc. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mikey Mike a encore une fois été phénoménal au cours de la fin de semaine, au cours des 2 courses du vendredi. A trouvé une façon de littéralement dominer sur tout le monde. La seule déception, par contre, là, c'est peut-être venu au niveau de John, là, qui a connu une fin de semaine plutôt difficile lors de l'épreuve à Spa-Francorchamps. Ça a vraiment été laborieux. On a fini à l'extérieur du top 6. À l'extérieur du top 5 là, lors des 2 épreuves. Lors de la première épreuve, on était vraiment en position de terminer parmi les 3 premiers. Malheureusement, ça a coulé d'aplomb. Neon Tisto aussi, qui ne l'a pas eu facile, on va être honnête. Ça a été un petit peu une fin de semaine en dents de scie. Samio également, là, qui s'est pointé dans le podium, a eu beaucoup de difficultés au cours de l'une des 2 épreuves. Donc, avec tout ça, là, Mikey Mike, là, qui est assuré donc, du championnat de la série de la division taxi régionale du Nord. Pas encore sûr tout à fait, mais on est prêt. En tout cas, il suffit tout simplement de ne pas avoir de pénalité. Ah oui, c'est vrai, les points comptent double. Les points sont doubles, voilà. Merci de me rallumer. Tu m'as rallumé la lumière. Donc, les points comptent double, là, vont compter double à Monza. En DTM, ça dit en passant. En DTM en plus. Donc, ça va être vraiment très intéressant comme épreuve à surveiller. Dave qui a connu également là, une bonne fin de semaine avec Psycho, qui a réussi à terminer parmi les 3 premiers au cours de la fin de semaine. Donc, ça a vraiment été, je vous dirais, là, pour 3 pilotes, avec l'accessoire de Mikey Mike, ça a été Inantisto, ça a été une bonne fin de semaine là, pour Samio, Psycho et Dave là, qui sont allés chercher des points très importants.
Oui, et comme on disait, bien voilà, le prochain rendez-vous, c'est donc vendredi prochain, sur le dernier rendez-vous de la saison 2020 sur SFTV, ou même de l'année 2020 en fait. Vendredi prochain, sur le coup de 19h55 pour la dernière ronde de la saison du GT Championnat Québec, division Taxi Régional du Nord. Également, rapidement, avant d'aller du côté du côté du Stock Car, EGT qui est donc dans sa dernière ronde de la saison ce vendredi. Eux, c'est du côté du Nürburgring. C'est pour la Nordschleife, évidemment. C'est le GP-Strecke, donc le circuit Grand Prix qui va être utilisé de ce côté-là. Course de 2 heures. 2 championnats décidés déjà, donc il reste le championnat à de classe argent qui est encore très ouvert. Les points comptent double. Par contre, beaucoup de positions qui restent décidées au classement général. C'est pas compliqué. Là, en ce moment, les 7 premiers pilotes au classement, Pierre-Olivier Girard, Jean-Louis Deschênes, Germain, Vallée, Baillargeon, No et Bellan, peuvent aspirer encore en ce moment de terminer champion de la série, étant donné qu'il y a 50 points qui sont admissibles au classement. Mais plus réalistement, là, ça risque de se jouer là, vraisemblablement entre Pierre-Olivier Girard et Jean-Louis Deschênes. Voilà, donc un rendez-vous à partir de 20h15 pardon, sur les ondes de SFTV ce vendredi pour cette course de 2 heures. On le rappelle, du côté de la série GT4 Sprint Challenge. Maintenant, messieurs, on va donc Pierre-Luc et Eric, je veux vous entendre. Quelle fin de course on a eu droit la semaine dernière? La firme LMP nous a envoyé les résultats. Il y a eu recomptage, mesdames, messieurs. J'ai ceci dans ce folio que je tiens dans ma main gauche. Écoutez, sans surprise, Jean-Raphaël Morin finit premier, évidemment, là, de la fin de la ronde des 10, avec 2106 points. François Benoît l'a suivi pas très loin derrière. Quand même assez loin derrière, 13 points. Mais il a connu une très bonne performance. Mais c'est en bas de ces deux pilotes-là que ça se passe. Il y a 4 pilotes. En fait, il y a Michael Lortie, mes excuses, qui a fini 3e. Mes excuses encore à ce niveau-là. Entre la 4e et la 7e position, un seul point d'écart entre ces 4 pilotes. Éric, je te laisse continuer. Ben, écoute, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? À quel point, on l'a mentionné à de nombreuses fois cette saison, que c'était chaque point allait compter. Et à chaque fois qu'on dit ça, on dit bah, c'est un cliché. Dans les circonstances actuelles, chaque point a compté puisque Fred Moreau a terminé au 10e rang dans le segment, a récolté 1 point boni sur cette 10e position. Et c'est un segment qui a été freiné au 28e tour par une neutralisation. Et les 9 pilotes qui ont fait des points devant lui ont resté sur la piste pour aller chercher ces points-là. Fred Moreau était le pilote en tête à ce moment, a pris l'arrêt au stand et a donc concédé 9 positions. Ça prenait un pilote de plus qui restait en piste, messieurs, et ça en était fait. C'était terminé des chances de championnat d'un Fred Moreau. Alors qu'Alex Murphy, avec sa 3e place vendredi soir, se serait faufilé dans le top 4. Une course qui a été mouvementée en fin d'épreuve avec 2 ou 3 neutralisations qui sont venues éliminer plusieurs ténors. La première qui aura mis en péril là, les chances de Jonathan Varanauskas et de Simon Magin, tous deux impliqués dans cet incident. Donc, par la suite, ça a été plus dans le top 4 qu'il y a eu un accident, incluant Fred Moreau. Je crois que non, c'est Michael Lortie qui a été impliqué dans un incident aussi. J'allais mentionner la douceur, mais la douceur a connu quand même une soirée aussi un peu timide, un peu moins à ce qu'il aurait souhaité définitivement. Mais on avait plusieurs pilotes en situation, là, on va dire, de must-win, si je me permets l'anglicisme, qui auront eu à se faufiler. Et ça a été payant pour certains. Je pense que du côté d'Alex Murphy, même si on termine 5e, on a tout donné. Une 3e place le vendredi soir dernier qui était pleinement méritée, mais il manque un tout petit point pour faire le reste du travail. Simon Magin, qui avait remporté le segment avant d'être impliqué dans un incident, lui aussi, une petite position de plus et ça en était fait. Mais le sort en a été jeté et comme Pierre-Luc le mentionnait, au recomptage, c'est Fred Moreau qui est le 4e pilote qualifié pour ce top 4. Et on se dirige vendredi vers le ISM Raceway. Par contre, j'ai eu des nouvelles assez fraîches qu'on m'a soufflé. D'ailleurs, je pense que je reçois oui, un bon vieux communiqué de presse. On m'indique que du côté de iRacing, on aurait fait des modifications au package aérodynamique des voitures COP. Oh oh! Et que toutes les Oh, configurations de voitures
qui ont été préparés jusqu'à maintenant, parce que les LMP, les pratiques sont le lundi soir, ne sont plus fonctionnels. Ouf! Donc, définitivement que iRacing God. vient de lancer une clé dans l'engrenage et La tout le monde balle devrait être courbe, prêt mesdames et messieurs. à une course ce vendredi. Dès 20h40, exceptionnellement, on aura Jean-François Lavoie en entrevue d'avant-course là, pour évidemment clore cette saison automnale et parler un petit peu de ce qui s'en vient pour cette série. Et d'ailleurs, on aura aussi une entrevue pendant le segment avec Nicolas Moreau, qui est évidemment crew chief, chef d'équipe. J'allais dire crew chief, mais le terme français, c'est bien chef d'équipe pour non seulement Fred Moreau, son frère, mais également il est responsable des configurations des voitures de Lavoie Motorsports. Donc, un autre que j'ai hâte d'entendre, savoir quelle sera son opinion là, face à ce changement de, on va dire dernière minute, mais est-ce qu'iRacing nous habitue à ce genre de changement année après année? Certainement qu'au mois de décembre, c'est pas la première fois que je me souviens que, oups, les configurations ne passent plus un mardi soir avant une course. Moi, si vous me permettez un point de NASCAR, j'aurais trouvé ça de toute beauté en termes de revirement de situation que Fred Moreau ne fasse pas la course finale avec 6 victoires au cours de la saison. J'aurais trouvé ça digne d'une fin d'un film à Hollywood. Ça aurait été tout simplement exceptionnel en termes de rebondissement. Donc, de ce point de vue-là, j'étais un peu déçu de voir Moreau, de faire, pour que on s'entende vraiment pour le spectacle, le divertissement, ça aurait été vraiment quelque chose de majeur de ne pas voir Moreau faire le top 4 là, à Phoenix, mais tout de même, là, je vous écoutais, messieurs, et j'étais avec Olivier en même temps quand vous étiez en train de décrire la course après avoir fait la course de GTCQ. Et on était bouche bée les deux à chaque fois qu'on regardait tour après tour et on voyait Moreau en bas du classement. Olivier, tu ne vas pas confirmer. On se gueulait un dessus l'autre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe là? C'était un petit peu les mêmes émotions puisque quand je récitais le classement final de l'épreuve et en même temps que je disais la position du pilote, je faisais le calcul des points dans ma tête. Moi, j'avais le classement évidemment avant la course sur les infographies programmées qu'on a évidemment pour la diffusion. Donc là, je faisais mon calcul puis j'étais comme, ça se joue par un point. On le savait que ça allait être serré. Ça se joue par un point là aussi. Très, très serré. Il y a quelque chose qui additionne pas. Soit j'en oublie un qui est quatrième puis que c'est une quadruple égalité. Non. C'était une quadruple égalité pour la quatrième place. Double égalité plus 2 pilotes à 1 point derrière pour la quatrième place. Comme Luc l'a dit, à vouloir être un auteur digne là, d'un prix Nobel, j'aurais pas été en mesure d'écrire un tel scénario. Un Oscar, s'il vous plaît. Pas un prix Nobel. Un Oscar, s'il vous plaît. Ça aurait mérité. Comment ça s'appelle déjà les prix littéraires français? Le Gon. Seigneur, là, je me souviens plus malheureusement, mais ça aurait mérité ça, honnêtement. Oli est en train de nous soigner comme une balle de golf, puis nous autres, on est rendus dans le champ. Ouais, et justement, c'est mon cue, comme on dit en bon français, pour terminer cette balado. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Évidemment, si vous avez apprécié, on vous invite à partager, aimer, peu importe, vous savez ce qu'il y en est. La balado est disponible également sur YouTube, donc elle est normalement mise quelques heures, voire ça arrive des fois quelques jours après la diffusion les mercredis soirs sur le coup de 20h sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller de ce côté-là. Et je vous invite donc la semaine prochaine pour la dernière de la saison, et oui, dernière de l'année même 2020, qui sera donc mercredi prochain, le 16 décembre, toujours sur le coup de 20h sur les ondes de DSF TV. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Salut!